Ben, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Écoutez, j'ai encore laissé mon ordinateur allumé pour on entend le retour. Je suis désolé, voilà. Ça arrive qu'on fait des petites erreurs comme ça. Alors, au sommaire aujourd'hui, Ottawa veut inclure les personnes du LGBTQIA+, dans sa loi sur l'équité sur l'emploi. L'éveil du printemps au théâtre Denise Pelletier, une pièce qui explore l'éveil sexuel dans tous ses tabous. Et puis Transcontinent Queer, notre tour d'horizon pan-canadien sur les réalités queer. Cette semaine, on va parler de ce qui fait vibrer nos commentateurs, commentatrices d'un bout à l'autre du Canada. Puis c'est pas Taylor Swift ni Madonna, parce qu'à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, nous, on vibre surtout pour vous tous. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bien, bonjour tout le monde, ou bonsoir, dépendant de l'heure où vous nous écoutez. En décembre, le gouvernement fédéral annonce qu'il soutient l'inscription des personnes noires et de LGBTQIA+, parmi les groupes confrontés à des obstacles systémiques sur le lieu de travail en vertu de la loi sur l'équité en matière d'emploi. Il annonce par le fait même que cette loi sera modernisée. Le réseau Enchanté a participé aux consultations qui ont mené à cet éventuel amendement de la loi, là, qui n'a toujours pas été voté, mais ça s'en vient. Et pour en discuter, on reçoit Zachary Georges Gagné, qui est à la coordination à l'engagement francophone. Bienvenue, re-bienvenue, parce que c'est la deuxième fois qu'on parle avec toi, Zachary Georges, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ça va bien? Oui, ça va très bien. C'est un plaisir d'être avec toi encore, Denis Martin. Ben, merci beaucoup. Alors, on utilise toujours avec toi les accords féminins, c'est bien ça? Exactement, et le pronom elle est là. Ben, parfait. Alors, en quoi consiste la loi sur l'équité en matière d'emploi au Canada? Parce que on va commencer par ça, hein, pour expliquer à notre monde de Oui, quoi il s'agit. on va aller avec les basics. La loi sur l'équité en matière d'emploi, c'est une loi qui a été instituée en 1986, puis qui exige les employeurs sous réglementation fédérale à prendre des mesures pour assurer la pleine représentation des membres de certains groupes désignés au sein de leur organisation. C'est important de vraiment mentionner que c'est fédéral et donc chacune des provinces et des territoires ont leur propre loi contenant, assurant l'équité dans les milieux d'emploi. Puis jusqu'à maintenant, mais les quatre groupes désignés par la loi fédérale, c'était les femmes, les populations autochtones, les personnes handicapées, puis les personnes racialisées. Puis ça l'a vraiment amené là, à apporter de la transparence salariale, à récolter des données sur la représentation de ces quatre groupes-là au sein des employeurs fédéraux. Oui, juste pour aussi spécifier l'équité, là, on ne parle pas d'égalité salariale parce que là, on parle d'un boulot qui vaut à peu près la même chose, de même valeur, doit être payé de la même façon. Et là, par contre, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais on ne discutera pas de ça tout de suite. On va aller justement vers le sujet qui vient, qui nous importe, là. Alors, pourquoi c'est important de réformer cette loi-là puis de mettre en évidence les barrières que vivent nos communautés queer, trans, de la diversité de genre au Canada? Mm. Mais premièrement, le marché du travail a changé depuis que la loi a été créée, depuis que sa dernière réforme qui était un bon moment. Puis c'est important maintenant de représenter puis de raffiner ces groupes qu'elle est ciblés pour représenter les communautés qui sont sous-représentées sur le marché du travail. Puis il y a plusieurs statistiques qui démontrent puis qui tangibilisent les barrières d'accès auxquelles font face les personnes du SLGBTQI+, notamment les personnes trans, les personnes noires, les personnes autochtones, racisées en termes d'accès au travail. L'Horizon Chanté a complété un sondage au cours de la dernière année qui a montré que 72% des répondantes qui étaient noirs et du SLGBTQI+, ont vécu des expériences de racisme anti-noir dans leur milieu d'emploi. 61% de ces répondants-là ont aussi parlé d'expériences homophobes ou transphobes. Puis 58% des répondants-répondantes se sont fait refuser une opportunité d'emploi à cause de leur identité raciale, sexuelle, de leur identité ou expression de genre ou leur orientation sexuelle. Ces statistiques-là prouvent que les personnes trans, les personnes queer, les personnes noires, les personnes racisées font face à des barrières tangibles d'accès au travail, qu'on parle du processus d'entrevue, qu'on parle de rétention, qu'on parle de discrimination au milieu d'emploi. Et c'est important que les lois viennent structurer et mettre des mandats pour que les employeurs mettent des mesures, des pratiques pour s'assurer d'adresser toutes ces problématiques-là. Et ça nous amène à parler quand même de quelque chose, c'est un mot que certains politiciens n'aiment pas entendre, mais on peut parler donc de discrimination systémique. Effectivement, ce qui est une chose très réelle, puis c'est pas de dire que les personnes qui travaillent dans le système sont nécessairement tous de chacune racistes, mais c'est important, ou homophobes ou transphobes, mais c'est important de mentionner que nos systèmes intrinsèquement sont construits pour aller à l'encontre de la diversité.
Alors, revenons au réseau Enchanté. Là. Comment vous avez fait pour obtenir l'inclusion justement de cette catégorie? Ben, vous dites 2S LGBTQI+. Moi, on utilise 2 LGBTQIA+, mais de toute façon, on sait de quoi on parle. Alors, comment vous avez Absolument. fait pour aller chercher donc pour l'inclusion de cette catégorie-là dans la loi fédérale sur l'équité dans l'emploi? Oui, on a eu la chance d'être identifié comme un partenaire par le groupe de travail mis sur pied pour effectuer la réforme de la loi. Puis, on a été mandaté pour rédiger un rapport qui fait entendre les voix des organisations, mais aussi des communautés de SLGBTQI+, d'un océan à l'autre. Et donc, on a mené des consultations avec des représentantes des organisations communautaires du pays. Puis, on a aussi mené un sondage national qui a fait, qui offrait des questions là, aux membres de nos communautés. Puis ce rapport-là a émis 4 recommandations pour le groupe du rapport, le groupe de la réforme. Puis on voulait désigner une catégorie pour les minorités sexuelles et de genre dans la loi. On voulait mandater les employeurs à mettre en place des processus d'embauche inclusifs pour les Mhm. communautés de SLGBTQI+. On voulait aussi mandater les employeurs à suivre des formations puis à instaurer des procédures RH qui sont inclusives et proactives, notamment. Puis dernièrement, ben, on a recommandé d'implémenter plus d'intersectionnalité dans la collecte des données. Donc, est-ce qu'on embauche des femmes trans, mais est-ce qu'on embauche des femmes transracisées? Est-ce qu'on embauche des personnes non-binaires qui vivent avec un handicap? C'est important de regarder les données qu'on collecte via la loi sur l'équité en matière d'emploi de façon intersectionnelle. Alors ça, c'est un autre mot que les politiciens n'aiment pas beaucoup, l'intersectionnalité, mais c'est quand même une réalité avec laquelle on doit composer, justement parce que on va parler des personnes noires. Je sais que tu n'es pas une personne noire, moi non plus, mais cette vision de l'intersectionnalité, il y a quand même un problème, là. Je pense que ça, on peut se le dire, quand une personne est noire et en plus de ça, elle est une membre de nos communautés, c'est doublement difficile. Absolument. Alors, Vraiment. Puis l'intersectionnalité, c'est au centre de notre approche au réseau enchanté, pas juste dans le travail qu'on a fait sur la loi, sur l'équité en matière d'emploi, mais aussi dans tout le travail qu'on approche. Puis c'était vraiment ancré dans les recommandations qu'on a fait. On a eu la chance de faire un partenariat avec le Recours collectif noir, qui était le groupe communautaire noir qui faisait vraiment beaucoup d'avance pour apporter une désignation pour ce groupe-là dans la loi. Puis vraiment avec le travail qu'on fait dans notre projet Retrouver nos racines, était un sondage. Maintenant, on rassemble les personnes noires de SLGBTQI+, le 1er mars à Ottawa pour parler des réalités, notamment en emploi, mais aussi dans les différents systèmes comme l'éducation, la santé, le travail, tous ces éléments-là pour parler des réalités des personnes noires de SLGBTQI+. Parce que toutes nos libérations sont entrecroisées, sont interdépendantes. On peut pas faire du cherry picking sur ouais. qui mérite de vivre ou s'épanouir, puis qui le mérite pas. On n'a pas le choix. Et je vais te confier, et probablement qu'on va faire une entrevue encore une fois sur ce sujet très bientôt, parce que je dois te confier que sur les réseaux sociaux, quand j'ai annoncé cette entrevue à l'émission, nous Mhm. avons eu des personnes queer noires qui ont émis des commentaires, puis dont une nous a demandé d'être interviewée à l'émission. Alors, on se rend compte Génial. que c'est aller chercher des gens qui se sentent concernés par ça. Génial. Je suis vraiment contente qu'il va y avoir un suivi. Alors là, on parle d'un rapport qui vraiment propose une transformation, un changement. C'est assez inédit, ça. Vraiment, puis on est très fiers de voir l'approche que le groupe de travail sur la réforme a prise, puis les recommandations qui étaient mises, on a hâte de voir comment ça va se passer au niveau du vote. Puis on espère que le gouvernement, comme il l'a fait dans le processus de réforme, va continuer à démontrer de l'intérêt pour collaborer avec les organisations civiles tout au long de ce processus-là. Il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de clair sur comment le reste du processus va continuer. On est très ouverte à travailler avec le gouvernement. Puis on sait que nos membres, autant nos membres organisationnels du Réseau Enchanté que les membres de nos communautés sont très intéressés puis engagés à faire avancer une telle loi. Maintenant, j'ai bien lu là, que le gouvernement a accepté le rapport et veut inclure ces catégories. Là. Il va se passer quoi là, dans les prochaines semaines, prochains mois? Mais selon nous, Raison Chantée, il y a 3 éléments particuliers qui sont vraiment notés qui vont apporter du changement sur le milieu de l'emploi.
Premièrement, c'est au niveau des données. Les employeurs vont devoir collecter des données. Ils vont devoir connecter qui travaille au sein de leurs organisations. Puis ensuite, ils vont avoir la responsabilité aussi d'expliquer pourquoi certains groupes sont sous-employés ou au chômage. Le Canada, c'est l'un des premiers pays à collecter des données sur le nombre des personnes transgenres sur la scène nationale. Fait que maintenant, on dispose d'un point de référence pour déterminer si les personnes transgenres sont sous-employées par rapport à leur nombre dans la population canadienne en général. Puis dernièrement, mais on solidifie les valeurs canadiennes aussi. Cette mesure-là indique aux Canadiens, Canadiennes que les personnes de LGBTQI+, les personnes noires, méritent les mêmes opportunités que les autres, surtout dans une époque où la haine contre les personnes trans est si forte. Les changements apportés par cette loi-là sont non seulement bien accueillis, mais ils sont aussi vraiment urgents. Oui, ça arrive à un moment assez difficile là, dans notre histoire, je trouve, présentement. Entre-temps, là, parce que la loi n'a pas été modifiée, les personnes qui se trouvent dans des situations où c'est de l'iniquité au niveau de leur travail pour des raisons queer, des raisons qu'elles sont des personnes noires, ont-elles des ressources? Est-ce qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire ou elles doivent attendre que la loi change? Mhm. Je suis vraiment pas une professionnelle de la loi, ça c'est sûr et certain. Par contre, il y a chacune des chartes des droits et libertés des personnes, autant au niveau provincial, territorial que fédéral, protège contre la discrimination dans tous nos milieux concernant l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'expression de genre. Et donc, il y a des recours aussi, il y a des droits qui sont en place au Canada pour ce qui est du milieu de l'emploi, mais là, cette loi-là va vraiment apporter des mandats concrets, non seulement dans éviter la discrimination, mais assurer l'emploi des personnes qui font partie de nos communautés. Zachary Georges, j'aimerais qu'on revienne encore sur quelque chose qu'on a déjà fait, mais je parle du réseau Enchanté. Et Mhm. puis, c'est un beau titre, c'est un beau nom, mais peut-être ce serait peut-être le fun de rappeler qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Absolument. Le Réseau Enchanté, c'est le plus grand réseau d'organisations de SLGBTQI+ au Canada. Donc, on rassemble plus de 230 organisations qui desservent les communautés de SLGBTQI+ dans chacune des provinces, chacun des territoires. Et nous, on s'assure de, un, leur offrir le soutien pour assurer leur pérennité, ces organisations-là, mais on plaidoie aussi pour leur pérennité. Donc, on travaille avec les gouvernements, avec les ministères comme ministère de Femmes et Égalité des genres pour assurer que nos organisations aient accès à du financement solide, durable, puis prévisible aussi. Ouais, et ça, c'est le nerf de la guerre, le financement, on le dit. Absolument. Je sais, c'est un gros, gros, gros cliché, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça qui est un problème. Alors, ben, merci beaucoup à nouveau d'être venu à cette émission, Zachary. C'est Zachary Georges Gagné. Tu es à la coordination de l'engagement francophone au réseau Enchanté. Ben, merci beaucoup encore. Merci, Dana. Bonne soirée. Bonne soirée. En bref, L'animateur et chanteur Serge Laprade est décédé à l'âge de 83 ans. Il venait d'être admis aux soins palliatifs en raison d'une récidive de cancer. Il faisait partie des personnalités qui ont façonné les débuts du Star System québécois. À l'automne dernier, après 50 ans de relation, Serge Laprade s'est finalement marié avec Daniel Arsenault, son agent et amoureux. L'animateur avait expliqué avoir d'abord caché leur relation de peur qu'elle ne soit pas acceptée par sa famille. À cette époque, il pensait aussi que son public, composé en majorité de femmes, arrêterait de l'aimer s'il vivait ouvertement son homosexualité. Source, Fugue. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. La sexualité humaine, c'est un continent. Vas-tu vraiment choisir de passer ta vie dans le même village? On n'a pas besoin de rien se dire. On se regarde et on sait. On commence à marcher et on entre dans la forêt. C'est comme ça que dans mon corps, le danger a pris la place du désir.
Ouf, ouf. On vient d'entendre la bande-annonce d'une pièce de théâtre qui met de l'avant l'éveil sexuel dans toutes ses complexités et dans tous ses tabous. Cette pièce est une coproduction du Théâtre du Trident à Québec et du Théâtre Denis Pelletier ici à Montréal. Et elle sera présentée ici à Montréal à compter du 23 janvier, donc demain, pour ceux qui nous écoutent en direct. Et il s'agit d'un texte de David Paquette qui c'est librement inspiré de l'œuvre de Frank, j'espère que je vais le prononcer comme il faut, Wedekind, c'est ça? Wedekind? Il y a plein de façons de le prononcer, c'est ce que j'ai appris moi aussi. Ah bon, d'accord. Alors, ça J'ai va cherché, j'ai fait une recherche parce que hier, j'étais sur mon ordinateur, puis il y a des petits endroits où on peut apprendre la prononciation de mots allemands et tout ça. Puis là, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, alors je me suis dit, je vais lui demander. C'est une mise en scène d'Olivier Artaud, qui est également le jeune directeur artistique du Trident à Québec, quelqu'un qui fait beaucoup dans le théâtre. Alors, David Paquette est l'auteur. Merci beaucoup d'être à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bienvenue. Bienvenue, merci Denis. Content d'être là. Oui, et nous, on a une tradition ici, surtout quand c'est quelqu'un de nouveau. On utilise quel pronom et quel accord avec toi? Il et lui. Parfait. Alors, je n'ai pas vu la pièce. J'aurais aimé la voir avant de faire l'entrevue, mais il y a des contraintes parfois dans notre travail qui fait qu'on n'a pas tout vu. Et je me suis rendu compte que j'aurais peut-être même pu la lire. J'avais fait la démarche. Je ne l'ai pas lu, mais c'est quand même pas grave. J'ai quand même lu sur la pièce. Alors, on n'est pas pire. Alors, qu'est-ce que raconte l'histoire? Il faut savoir qu'à la base, L'éveil du printemps, c'est une pièce allemande qui date de 1891. Donc, c'est une pièce là, quand même plus de centenaire. Et moi, c'est Anne-Marie Olivier, à la base, qui, avant Olivier Artaud, occupait la direction du Trident, m'a approché il y a peut-être maintenant, 3 ans ou environ 3 ans, puis il m'a demandé, serais-tu intéressé à adapter la pièce? Que je ne connaissais pas, par ailleurs, la pièce à l'époque. En plus. Donc, je l'ai lu et relu. J'ai lu toutes les traductions que j'ai pu trouver parce que je ne parle pas allemand. Et à la base, donc, la pièce raconte l'histoire d'un groupe d'adolescents qui vit son éveil sexuel. Un peu en même temps, dans la version d'origine, on parle de 3 ados surtout, qui est Moritz, Melchior et Wendla. Puis nous, comme on savait que la distribution, on est une distribution de 10 comédiens-comédiennes, et donc là, j'ai un petit peu donné de la chair et des os à des personnages qui étaient plus mineurs dans la version d'origine. Ah, d'accord. Mais donc, nous, on s'est emparé de cette pièce-là et on l'a adaptée dans le Québec. On est passé de l'Allemagne de 1891 au Québec en 2024. Et wow, d'accord. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé, dont, et surtout parce qu'on en parle maintenant, on en parlait peut-être moins à l'époque, tout ce qui est l'éveil queer. Alors, quelle place t'as mis là-dedans à l'éveil queer? Mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que déjà dans la version d'origine, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai décidé d'embarquer dans le projet, il y avait quand même déjà tout cet aspect-là, un peu de plein de formes de sexualité dites, tabou. Il y a entre autres un baiser homosexuel dans la pièce d'origine, en 91. 1891. Oui. Et donc, déjà, je me disais, OK, il y avait cette espèce de grand... tout ce qui était en fait une sexualité non hétéronormative était jugé comme tabou. C'est presque encore vrai, dépendamment à qui on parle. Hein? Oui. Mais, et donc, nous, en plus, l'équipe, je dois avouer, est quand même très, très queer. Et donc, on s'est dit, oui, nous, on va amener ça une coche un petit peu supplémentaire. C'est-à-dire, entre autres, moi, j'ai pris le personnage initial de Melchior, qui était bien sûr un homme, parce que presque tous les personnages principaux à l'époque étaient des hommes, parce que, ça date, et on en a fait une fille, entre autres. Une jeune fille, probablement pansexuelle, en fait. On la voit surtout avoir une relation avec une fille, mais dans mon cœur, à moi, elle est complètement pansexuelle et absolument habitée d'aucune honte par rapport à sa sexualité. Et il y a aussi un personnage, Moritz, qu'on pourrait dire, il se questionne. Il n'a pas trouvé encore, et c'est très bien. Par le biais de Moritz, entre autres, et je trouve que maintenant, il y a tellement de possibilités sexuelles dans la vie aujourd'hui que ça peut aussi être vertigineux, je pense, pour certains jeunes, de se dire « Ah, mais mon Dieu, il y a tellement d'options qu'il faut absolument que je connaisse la mienne le plus vite possible. » Or, la sexualité, c'est aussi un processus, une découverte et une aventure à prendre. Ouais. Et oui. Oui, mais non, je te suis, oui. Et il y a aussi Wendla, en fait, qui, elle, dit un moment donné dans la pièce, elle dit « Ben moi... je suis pas habité par ça, le désir de toucher ou d'être touché. Je trouve qu'il y a bien plus de choses à faire et à vivre que l'amour et le désir. Donc, on la devine un petit peu plus sur le spectre de la sexualité. Fait qu'on a essayé vraiment de...
Mais c'est même pas tant qu'on a essayé. Je pense que c'est arrivé comme ça. Moi, j'existe dans un milieu très queer. Mhm. Et un moment donné, je me disais, ben, si je suis pour rentrer dans une pièce qui parle de sexualité, je vais essayer qu'elle représente un peu le monde dans lequel moi-même j'évolue. Et aussi, bien sûr, moi, à 15 ans, j'ai un peu écrit la pièce que moi, j'aurais aimé voir à 15 ans. Dans ma jeunesse de jeune mec gay sans Internet, la question de la représentation sexuelle, moi, elle était fondamentale, elle était très absente de ma vie et je pense qu'elle peut être fondatrice aussi parce que ça fait tellement du bien de savoir qu'on n'est pas seul. C'est moi, la première lesbienne que j'ai rencontrée, c'est Ellen DeGeneres. Mais À la télévision. Voilà, Ouais. même si c'est à la télé, mais l'air de rien, ça l'a permis, ne serait-ce qu'à mes parents, d'avoir un exemple concret de qu'est-ce que peut être une personne gay qui semble mener une vie qui vaut une vie digne, mettons. Ouais, je pense que ben moi, je suis peut-être une petite génération avant la tienne, mais quand j'ai écrit mon premier roman, j'ai écrit le roman que j'aurais aimé lire quand j'étais ado. Mais bien sûr, je pense que c'est un des cadeaux les plus généreux et personnels qu'on peut offrir. Puis c'est impossible de créer en dehors de notre propre de l'ADN, de notre propre imaginaire. Alors aussi bien assumé. Si je ne me trompe pas, la pièce originale, elle a été censurée. Elle a été censurée pendant très longtemps. Elle a été censurée d'abord pendant 16 ans. Elle n'a jamais été produite. Et ensuite de ça, elle a commencé à être produite, mais ça a toujours été des versions où on coupait, mettons, le baiser homosexuel. Donc, une version édulcorée. Oui, voilà. Il y a des questions de suicide aussi. Il y a une question de BDSM. Il y a comme tous ces territoires-là un peu troubles, entre gros guillemets, de la sexualité qui sont jugés comme étant troubles, qu'on a essayé de conserver, mais moi, j'ai revisité parce que je n'étais pas intéressé à seulement québéciser des répliques. Mm-hmm. Moi, j'ai aussi complètement réécrit là, la pièce. C'est un éveil du printemps avec de tout nouveaux bourgeons. D'accord. Mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes parce que dans cette pièce, connaissant Olivier Artaud, il aime beaucoup le mouvement. Mm-hmm. Et je pense que cette pièce, elle bouge beaucoup. Oui, bien sûr. Il y a un super chorégraphe, Fabien Piché, qui a co-signé les chorégraphies avec Olivier Artaud. Donc, et ça, c'est intéressant parce qu'en tant qu'auteur, s'il y a une dimension qu'on ne maîtrise pas, c'est bien celle du corps, le corps en scène. Moi, je m'occupe des mots, je m'occupe des scènes, de l'histoire, du récit, mais les corps en scène, ça ne m'appartient pas. Puis Olivier et Fabien sont arrivés avec cette proposition-là de aussi, tant qu'à parler de sexualité, d'incarner les choses, de passer par le corps, de donner à la pièce, en dehors du texte, une dimension esthétique et sensuelle, et les chorégraphies servent vraiment beaucoup à ça. Donc ça, c'est fait que le texte est aussi donc augmenté par ce qu'on va voir. Exactement. Je vais parler d'Olivier parce que je le connais assez bien. Assez bien. On se connaît comme artiste et animateur de radio. Mais c'est quelqu'un qui, dans son CV, s'identifie comme un artiste queer. Je pense que c'est la première ou la deuxième phrase de son CV. Et est-ce que cette identité à laquelle lui, il s'attache, est-ce qu'elle joue quelque chose dans la mise en scène, dans la production qu'on voit? Ben, écoute, c'est lui qui s'est occupé de faire le casting, entre autres. Mm-hmm. Et moi, je n'ai jamais travaillé avec une équipe aussi queer de ma vie. Je veux dire, en termes de représentation, même là, je parle plus des personnages, mais vraiment des gens qui portent le projet. Oui. Donc, les acteurs, les concepteurs et tout. Je veux dire, on représente une bonne partie du drapeau, là, quand même. Il y a des femmes lesbiennes, il y a des hommes gays, il y a un acteur trans. Et là, déjà, je me dis, ça, c'est peut-être, entre autres, parce qu'Olivier, quand même, assume d'être un artiste queer. Oui. Après ça, je pense qu'ils ne sont pas venus me chercher pour rien non plus. C'est-à-dire que moi aussi, je suis un homme gay. Ça fait 15 ans que j'écris du théâtre et j'ai écrit la moitié, peut-être, de mes pièces s'adressent au public adolescent. Donc, on se disait bien qu'en mélangeant tous nos backgrounds et en s'attaquant à cette pièce-là, qu'on allait probablement, je l'espère, créer un objet qu'il fait bon à écouter, à regarder et à ressentir. Je suis conscient que lorsqu'on est artiste, on ne fait pas de l'art pour enseigner, pour éduquer, pour changer les... Oui, peut-être pour changer les choses, mais forcément, on peut le faire pour ça, mais forcément, on le fait parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime l'art. Mais au bout du compte, dans le contexte très difficile dans lequel on vit présentement, pour les adolescents, pour les jeunes, de voir une pièce comme ça, est-ce qu'on espère que ça peut leur donner une petite lueur d'espoir? Est-ce que... Je pense que n'importe quoi qui nous rappelle
que la diversité, en fait, c'est la vie qui cherche à aller partout. Mhm. C'est jamais un rappel inutile. D'accord. Et en plus de ça, en dehors de la dimension sexuelle, il y a le fait aussi juste d'offrir de l'art Oui. à des jeunes. Et dans ce cas-ci, en plus, avec des chorégraphies, avec des conceptions sonores, Fait que les jeunes, en plus de venir se faire parler de sexualité, sont aussi devant un objet théâtral qui, j'espère, j'ose croire, va leur donner envie d'aller voir encore plus de théâtre ou développer, un peu mettre une étincelle sur le feu que peut devenir la curiosité artistique que ces jeunes-là ont. Cela dit, pas de doute, ils sont déjà allumés, ils sont déjà à l'affût de l'art, mais là, le théâtre, c'est quand même des fois un peu plus rare. Oui, oui, oui. Mais au moins, une pièce de théâtre où ils peuvent quelque part, dans certains cas, se reconnaître ou s'identifier, c'est déjà ça. Bien sûr, et souvent, les jeunes avec le théâtre, des fois, le défi, c'est qu'ils se reconnaissent dans la langue. Parce que tu les mets devant des classiques en alexandrin et tout, c'est super bien écrit, mais l'adhésion, elle n'est pas nécessairement aussi immédiate Ouais. pour certains et certaines d'entre elles. Alors là, on est vraiment dans une langue très contemporaine et j'ose croire que ça va aider à l'identification. J'aimerais qu'on parle de toi un petit peu, parce que quand même, je veux que les gens sachent que David, tu as été deux fois lauréat du prix littéraire du gouverneur général, le prix Michel Tremblay, le prix du public du centre de... Du théâtre d'aujourd'hui. Théâtre d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Prix de la critique, prix Sonny Laboutanzi, Jessie Award, Dora Award. Wow! Ben, j'ai été chanceux, j'ai été très chanceux dans mon parcours et c'est drôle quand on mentionne ces prix-là, ça me fait un grand velours parce que je me dis ça veut dire que le travail que je fais se rend, est apprécié. Et comme je ne travaille absolument pas que pour moi-même, je ne fais pas juste m'exprimer dans la vie, j'essaie de communiquer des idées à des gens. Donc, ces prix-là, ça me touche beaucoup. Ça me dit, un peu continue. Et en même temps, cela dit, présentement dans ma vie, et ça fait partie de la pièce d'ailleurs de l'éveil du printemps, je suis très habité par le fait de ne pas être obligé de réussir les choses pour que ce qu'on fasse soit digne. C'est-à-dire d'avoir aussi le droit d'être ordinaire, d'être confus. Parce que je trouve qu'on existe vraiment à l'ère de ce que j'appelle la tyrannie de l'excellence. La performance. Et de la performance. Oui. Et c'est probablement l'élément central de l'éveil du printemps qui, moi, m'habitait déjà et que j'ai fait apparaître dans cette pièce, en fait. Et juste rapidement, donc, les thématiques queer, c'est important? Mais bien sûr, Ah. on en veut partout. On en veut partout. David Paquette, auteur, dramaturge de l'Éveil du printemps qui commence cette semaine au Théâtre Denis Pelletier à Montréal. Puis je suis certain qu'il va peut-être faire une tournée ailleurs au Québec et peut-être au Canada, sait-on jamais. On Moi, croise les doigts. J'y vais mercredi. Alors, pour ceux qui nous écoutent en balado, donc vous saurez que je serai allé après la diffusion originale de l'émission. Merci beaucoup. Grand merci, Denis. Et puis nous, en deuxième partie, on va continuer en art et culture. Pourquoi pas? Ça fait du bien, là. Puis justement, on va recevoir notre panel. Oh, quel anglicisme! Notre table ronde transcontinent queer. Alors, on va parler de l'art, de la culture queer, d'un océan à l'autre. À tout de suite. Oui, bonjour. Bon, ça arrive des petites fois de demander les petits pitons, ils ne fonctionnent pas. Alors, rebonjour, bienvenue à cette deuxième partie de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On va tout de suite faire notre grande discussion pan-canadienne avec Transcontinent Queer. Transcontinent Queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre. Eh oui, notre discussion Transcontinent Queer. J'aime bien ce titre qu'on a trouvé à cette discussion qu'on a une fois par mois avec nos correspondants et correspondantes du Canada. À Edmonton, on retrouve Roseva Forgue-Jenkins, coordonnatrice de la programmation du comité franco-queer de l'Ouest. Salut, Roseva, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, on est content de te voir. Et puis à Edmonton, cette fois-ci, aujourd'hui, on accueille une personne nouvelle, Zachary Collins. Elle est une personne agente de recherche et de sensibilisation au réseau franco-ontarien pour l'inclusion de LGBTQIA+. Allô, Zachary? Bonjour, merci pour l'invitation. On est content de t'avoir là. Puis on va aller à l'autre bout où il est 1 heure plus tard. Je vais le taquiner avec ça. On est à Clare, en Nouvelle-Écosse. On rejoint l'animateur de radio et activiste Dan Robichaud. Salut!
Bonjour, bonsoir. Comme il fait beau et chaud ici dans l'Arc-en-Ciel, parce qu'en Nouvelle-Écosse, il fait frais. Ouais, je pense que vous avez le froid qu'on a eu je pense, en Ontario, au Québec, là, qui s'est terminé hier. Oh, boboy, que c'était froid. J'ai même pas sorti le chien, j'avais peur qu'il gèle tout rond. Ben, aujourd'hui, on a décidé là, que on va prendre une petite pause, tout le monde, de la politique, de la haine, des manifestations anti-queer. Puis on s'est dit, on pourrait parler de nos arts, notre culture. Je viens juste de faire une entrevue, ceux qui étaient là ou celles qui étaient là avant qu'on la pose, avec l'auteur David Paquette. On a parlé d'Éveil du printemps, une pièce de théâtre qui semble très, très, très intéressante sur l'éveil à la sexualité dans tous ces tabous et dans toutes ces idées préconçues. Et vraiment, j'ai hâte de voir ça. Et là, je me suis dit, ce serait peut-être le fun que je vous invite tous et toutes et tous à parler de vos régions, de la scène culturelle dans vos régions. Et ben, allons-y. Je vais lancer peut-être la balle à Roseva. Roseva, je pense que tu avais des choses que tu voulais nous dire un peu sur la scène culturelle queer. Parce qu'elle existe, francophone en plus de ça, dans l'Ouest. Ben oui, tu sais, je me sens à l'Ouest comme s'il faut que j'ai une grosse portée représentée à CB Alberta, mais c'est là que je vais focuser aujourd'hui. Oui. Alors, je vais me concentrer. Alors, comme tu as mentionné, je travaille pour le Comité franco-queer de l'Ouest et quelque chose qui a tout le temps été important pour nous, c'est dans notre travail. Oui, on a euh, des ateliers de sensibilisation pour apprendre, mais aussi on aime ça avoir du fun, danser, avoir de la musique ensemble. Alors, on célèbre ceci en faisant un spectacle de drague chaque année dans le mois de mars pour le mois de la francophonie. Mhm. Donc, cette année, on a notre troisième édition qu'on appelle La vie en rose et on invite les participants à porter du rose dans un concours pour le meilleur, la personne est mieux habillée en rose et on a tout le temps des artistes de drague queer notamment et qui parlent français. Alors, c'est la chance de faire des numéros en français, quelque chose qu'on voit pas souvent dans la scène de drague à Edmonton. Alors, cette année, on a vraiment hâte d'avoir 8 personnes de drague. Un des noms de drague que moi, que j'adore, c'est une personne qui s'appelle Charlemagne Campagne. Quel nom! Que, c'est alors, je pense, un petit twist sur La famille Campagne. Oui, oui, Carmen Campagne, oui. oui, de notre enfance, que je pense que tout le monde on a ça en commun. Et on a aussi Melinda Varga, qui était quelqu'un qui était sur le Canada's Drag Race Oui. aussi, qu'on a hâte à voir. Alors, ça, Ah, c'est Melinda parle français? apparemment, oui, avant de Wow! performer quelque français. Wow! Ben, en fait, c'est ça qui est toujours étonnant, hein. On ne le sait pas, on écoute cette émission-là, puis on découvre, mon Dieu, mais cette personne-là parle français parce que c'est tout en anglais. Sérieusement, je pense qu'ils devraient faire un drag race en français, mais en tout cas, ça, c'est une autre question, là. Pour ceux qui aiment la... Moi, je serais prenante. Est-ce que toi, tu vas monter sur scène, Roséva? L'année passée, je faisais juste un tout petit peu d'animation, mais je pense que cette année, on va laisser d'autres. On est vraiment chanceuse d'avoir quelqu'un sur notre CA qui est une artiste qui fait du drag, alors je pense qu'on va la laisser animer cette soirée-là. Alors, je vais être plus en arrière, pas sur scène, plus en arrière des scènes, mais tu sais, certainement, j'ai bien hâte à voir tout le monde et je vais être là pour dire bonjour quand tout le monde rentre. Ben, moi, je suis content d'entendre qu'on est... Parce que c'est vrai, là, on fait beaucoup de discussions à cette émission où c'est des choses très sérieuses. Ben, en fait, l'art, c'est sérieux aussi, on s'entend, mais ça fait du bien, puis ça change les idées, puis, tu sais, on peut-tu avoir du fun de temps en temps. Puis je vais aller voir Zachary tout de suite. Zachary, je n'ai pas demandé, on te rejoint à Toronto, hein, c'est bien ça? Oui, en fait, moi, je suis à Ottawa. À Donc, Ottawa, les OK. bureaux de queer sont à Toronto, mais moi-même, je suis à Ottawa. OK. Et je sais que toi aussi, la scène de drague, c'est quelque chose qui est vraiment intéressante pour ta région. Oui, un peu comme Roseva. Franco Queer vient juste d'avoir son gala annuel le mois passé où est-ce qu'on a accueilli quelques artistes drag, dont I Said Boo, qui a des super beaux looks. Il y avait Je ne sais pas, qui est de Sturgeon Falls, qui a fait un numéro d'Annie Brocoli, qui est super cool, avec comme une voiture
qu'elle a créé elle-même. Il y avait Maria Allas qui chante l'opéra, qui a une voix Maria Allas, fabuleuse. arrête, ça c'est drôle. Puis ensuite, à Ottawa aussi, on a plein d'artistes francophones qui font du drag. Hibiscus a gagné le prix de Mixed Capital Pride l'année passée avec un costume de champignon super intéressant, très, très cool. Il y a aussi J'ai dit merci, Fiona Kitty. Comme tu as mentionné, Roseva, il y a plusieurs artistes francophones, mais parfois c'est difficile de voir des performances en français en raison il y a plusieurs facteurs, je pense, qui peuvent entrer là-dedans. Mais oui, ça, c'est un petit peu les artistes francophones que je connais en Ontario. Ensuite, il y en a d'autres au Nouveau-Brunswick que j'adore parce que j'ai habité au Nouveau-Brunswick de 2007 à 2022. Oui, Puis là, la scène francophone drag est vraiment rayonnante. oui. On peut parler de Chiki ta mère. Puis je pense que Dan, tu connais. Moi, je connais très bien. Personnellement, c'est une personne avec laquelle je suis ami. Dan, Chiki ta mère. Ben oui, Zenia. Zenia, oui. Un personnage en évolution constante, pareil comme l'univers. Euh, Effectivement. Je oui. vais recevoir Xenia, je vous le promets, à l'émission. Ça fait partie des personnes qu'on va inviter. C'est juste qu'il faut vraiment que je sois prêt à rire pendant 15-20 minutes sans arrêt. Mais allons-y. Alors, dans ton coin aussi, écoute, l'Acadie en général, qui est un pays virtuel de toute façon, mais qui est très répandu dans toutes les provinces de l'Atlantique, il y a une culture très riche. Et pour les queers, oui, et pour les queers, c'est une culture très intéressante. C'est très intéressant. Je crois que je vais commencer à mettre mes coups de cœur sur la table. Vas-y. À l'antenne, plutôt. Numéro 1, pour ceux qui suivent la scène musicale en Acadie, c'est le jeune musicien trans Samuel Leblanc du groupe Écarlate. Ça, c'est vraiment à suivre, à ne pas manquer. Et j'ai un chien qui veut dire allô, mais on est à la radio, ça ne fonctionnera pas. Heureusement, on est à la radio parce que moi, je le vois, il est vraiment tannant, il prend toute la place, là. Ben, pour découvrir l'artiste Samuel Leblanc, il y a le jeune réalisateur Julien Cadieux qui a fait une perle qui s'appelle Il y a une étoile. C'est un documentaire musical qu'on peut visionner à Unitélévision. Et puis, il vient de recevoir meilleur réalisateur au Mirror Mountain Film Festival. Il s'en va à Cinema on the Bayou aux États-Unis, à Louisiane. Puis ce film-là nous donne un outil pour découvrir qu'est-ce qu'est le talent queer en Acadie. Parce que là, on découvre les gens qui sont les players dans la communauté, qui osent se mettre devant la caméra. Puis ça ne pas manquer, c'est de... Je vais avouer, j'ai même un rôle là-dedans, mais on est en Acadie, au Canada Atlantique, la communauté gay est assez petite. Ça fait quand il se fait un gros projet comme un gros film qui est tourné dans toutes les provinces, c'est certain que je vais faire partie de ça. Ça, c'est beaucoup à suivre pour l'année prochaine parce que ça va juste continuer à être dans les festivals. Puis du côté de la drague en Acadie, il y en a beaucoup, mais surtout pour surveiller, c'est le personnage en évolution de Chiki ta mère et Rose Beef aussi du Nouveau-Brunswick, qui utilise son personnage aussi pour lutter pour la cause et donner une voix. Alors, je trouve qu'il est très bien et surtout à surveiller. Ben, surtout que je trouve que c'est le fun qu'on parle des drag queens parce que ça a été quand même en 2023 un sujet très controversé. Beaucoup de gens ont manifesté contre la présence de drag queens. Puis finalement, je trouve que c'était un gros coup d'épée dans l'eau parce qu'elles font quand même, je pourrais dire, l'unanimité. Je pense qu'une grande majorité de personnes aiment bien voir une drag queen. Puis je trouve ça bien drôle. Je trouve que ça fait du bien. Je vous relance. Je sais que, Roseva, toi, sur la scène musicale, tu as un coup de cœur dont tu voulais nous parler.
Oui, absolument. Donc, ça, c'est une artiste de Vancouver à la Colombie-Britannique. Elle s'appelle Véronique Trudel et elle a écrit une chanson qui s'appelle Mon enfant arc-en-ciel. Et c'est vraiment quelque chose que tu sais, j'avais jamais. Une fois que j'ai entendu la chanson, je me dis, oh, c'est une chanson que j'avais pas réalisé que j'avais besoin d'entendre Oui. parce que c'est vraiment une perspective que je trouve tellement beau puis elle exprime tellement bien. Elle parle de son enfant et comment elle, comme parent, tu sais, qui a découvert quelque chose de différent de son enfant, que son enfant utilise le pronom elle, puis qu'elle dit, tu sais, c'est une opportunité à apprendre et vraiment, tu vois comment elle parle de l'amour qu'une mère a pour son enfant qui fait partie de, elle appelle le monde de l'arc-en-ciel. Alors, je pense, en l'écoutant, ça fait vraiment comme, tu sais, c'est rare, je trouve, qu'on a la perspective d'un parent dans cette situation et vraiment, tu sais, d'entendre un parent qui a tellement d'amour pour leur enfant et qui leur accepte comme qu'ils sont, c'est vraiment une très, très belle chanson. Je recommande fortement. Ben, on va se permettre d'écouter un extrait, si vous voulez bien. Ça semblait si évident de t'appeler une telle. On t'avait bordé de dentelle et vêtu de rose pastel, sans se douter que t'étais un enfant arc-en-ciel. Juste pour que les gens comprennent, nous sommes une balado-diffusion d'abord et avant tout, et pour des raisons de droit d'auteur, c'est très compliqué. On ne peut pas présenter plus qu'une minute là, de diffusion, mais vraiment, je l'ai écouté au complet, moi aussi, quand tu m'as envoyé le lien, Roseva. C'est touchant. Hein? Je ne sais pas comment est-ce que vous réagissez, les autres, sur le... il va falloir que je pointe du doigt. Allez, mon Dan, c'est le temps d'y aller. Je pense que c'est beau qu'on voit des artistes oser s'afficher et oser en parler. Oui, comme avec comme je parlais de Samuel Leblanc, c'est plus qu'un artiste parce qu'il devient le spokesperson, le rôle modèle pour tous les jeunes artistes aspirants, toutes les personnes trans dans le système scolaire. Ça va au-delà de 3 minutes dans la vie des gens, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Zachary, je te donne le dernier mot là-dessus. Comment tu réagis à ce genre d'artiste qui s'ouvre et qui parle ouvertement là, de qui elle est ou de qui elle est, au ILE? Mon Dieu, c'est pas facile à faire la liaison, mais en tout cas, c'est ça. Et comme le dit Dan, c'est toujours très important. Rose Eva vient d'envoyer le lien dans le chat. J'ai hâte d'écouter la reste de la chanson puis d'aller découvrir l'artiste. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Alors, Transcontinent queer. Enjeux et réalité queer d'un océan à l'autre. Alors, je présente à nouveau nos invités à cette discussion. Aujourd'hui, on parle de l'importance de la culture dans nos communautés queer francophones. Et parce que la francophonie ne se limite pas au Québec, je pense que plusieurs personnes le savent, mais on va le répéter assez souvent. Alors, on reçoit en Acadie, dans la municipalité de Clare, qui est en Nouvelle-Écosse, Dan Robichaud, qui est animateur de radio et artiste et militant aussi. On reçoit aussi Zachary. Un petit peu, Zachary, je suis mêlé dans mes feuilles. Zachary Collins, qui est à Ottawa, qui est, lui, avec le comité francophone au niveau... mon Dieu, parce que j'ai perdu mes feuilles. Vas-y, dis-nous qui tu es, Zachary. Je suis désolé, là, je ne me retrouve plus dans mes papiers. Je travaille à Franco-Queer, qui est l'association pour les francophones de LGBTQIA+, en Ontario. Oui, j'ai juste retrouvé mes papiers. Et puis, on a à Edmonton, Roseva Fogg-Jenkins, qui est la coordonnatrice de la programmation du comité franco-queer de l'Ouest, pardon. Alors, on fait le tour à nouveau de
donc de la culture, des arts, la scène culturelle queer francophone. Parce que c'est une intersectionnalité en passant. On a parlé de ce mot-là plutôt à l'émission, parce qu'on se retrouve doublement, parfois minoritaire, dans des situations comme ça. Est-ce qu'on peut dire que la représentation, la représentation queer sur les grandes tribunes culturelles, là je parle de la télévision, cinéma, théâtre, les grandes scènes, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est présent? Est-ce qu'on a assez de monde? Est-ce qu'on est assez bien représenté? Puis je vois tout de suite Dan qui veut répondre à ça. Vas-y, Dan. Moi, je m'avais écrit des notes sur cette question-là parce que je trouvais ça une question passionnante. Quand est-ce qu'on est rendu dans les grands médias, comme les séries télévisées, ça c'est un bon exemple. Je trouve que on s'y rend, mais en se moquant de nous-mêmes, en se moquant des clichés. Et puis vraiment, l'exemple le plus concret et canadienne peut-être que je peux mentionner, c'est la comédie et la complicité entre Jean-Loup et M. Bricole et La Petite Vie. Oui. Puis je me pose la question, 25 ans plus tard, il faut encore utiliser les mêmes trucs pour se rendre à la série télévisée. Alors, c'est ma réflexion là-dessus. Là. Souvent, oui, on se rend dans les grands médias, mais c'est peut-être en se repliant trop sur les clichés. Je sais pas. Oui, Zachary? Oui, je dirais, c'est pas toujours les représentations qu'on veut. Parfois, c'est des histoires très négatives, très tristes, tandis qu'il y a beaucoup plus dans la vie d'une personne queer qu'une histoire triste ou son dévoilement, son coming out. On voit pas une bonne diversité des expériences des personnes queer. Puis ensuite, si on parle des grandes émissions qu'on connaît comme RuPaul's Drag Race, le drag que tu vois là est très, très, très limité. Ça représente pas ce que le drag peut être et est en réalité. On voit pas de drag king, de drag queer, de drag thing. Tu sais, il y a plein de diversité dans la scène de drag. Puis ensuite, je pense que ça se traduit à comme la vraie vie, où est-ce que les personnes viennent au bar, viennent à des shows de drag, puis s'attendent au même type de drag qu'on va voir sur Drag Race. Puis c'est pas ça, vraiment, la vie queer. Oui, c'est sûr que c'est très, très, très limité. Puis tu as raison. On voit pas de personnes avec une diversité corporelle chez Drag Race autant. Remarque que dans peut-être les Drag Race plus en Europe, là, c'est autre chose. Mais disons que pour le moment, ce qui est en Amérique du Nord, c'est assez limité. Tu as raison. Mais moi, je pense quand même Drag Race. Oui. Excuse-moi, Drag Race France avait montré des drag kings pour la première fois. Oui. Ça a pris combien de saisons de Drag Race pour montrer des drag kings? Je te donne la parole, Dan, puis on va aller voir Roseva après. Je me demande, moi, les gens qui écoutent la télévision mainstream anglophone dans les sitcoms de soirée, mais est-ce que le même public va aller écouter une série comme It's a Sin, qui est quand même une grosse série queer, VIH au max, là, une série Netflix, mais est-ce que le même public qui va rire à Jean-Loup et M. Bricole va aller regarder cette émission-là? Et franchement, même dans 2024, je crois que la réponse est non. Ce qui est un peu dommage. Sans trop rentrer, parce que là, on tombe quand même dans l'anglophone, là, mais je vais quand même faire un petit aparté. Vous savez qu'il y avait And Just Like That, qui était la suite de Sex and the City. Il y avait quand même une représentation queer qui n'était pas typique là, du gars super baraqué, super musclé, puis la bonne fille super slim. Non, il y avait quand même une personne qui s'identifiait comme fluide, non-binaire, qui était quand même pas une personne toute mince et toute parfaite. Là. Il y avait ça, mais moi, je vais revenir peut-être sur des trucs plus francophones. Je sais qu'au Québec, il y a eu récemment la suite d'Un gars et une fille, dans laquelle les personnages principaux ont un enfant, une enfant qui s'identifie comme non-binaire, et puis il y a vraiment une discussion très ouverte, et je trouvais que c'était... Moi, personnellement, j'ai trouvé, enfin, on nous parle de cette réalité-là, on en rit, mais on en rit de bonne façon. Je ne sais pas, vous autres, si vous avez vu ça ou s'il y a autre chose que vous voulez souligner, là. Roseva?
Oui, malheureusement, je n'ai pas vu. Mais je pense que c'est ça, comme tu as mentionné, un caractère où est-ce on peut rire et on peut vraiment montrer tu sais, la vie banale. Je pense que c'est ça. On veut tout le temps avec qu'est-ce qu'on voit souvent, c'est on veut le drame, on veut que, tu sais, quand on a un caractère qui est queer dans un film ou une télévision, ça vient le plus gros aspect, puis on se concentre sur ça, puis c'est quoi le drame de le dévoilement, de tout ceci. Puis ça montre pas, tu sais, la réalité d'un couple content, tout va bien, ils sont acceptés. Oui, il y a des petites choses qui arrivent, mais vraiment montrer la banalité que les personnes queer vivent leur vie comme tout le monde d'autre. Je pense que c'est ça qui est vraiment important de montrer que ça existe de, de toute, dans toutes les différentes réalités. Est-ce que on, est-ce qu'on voit quand même, je sais que peut-être qu'en grande majorité, on est encore dans le cliché, mais est-ce qu'il y a des exemples d'après vous, que ce soit même sur scène, au théâtre, ou dans la musique, ou quoi que ce soit, des exemples de ces personnes, tu sais, qui sont queer, mais qui ont c'est pas le principal point de vue, puis c'est pas le drame d'être queer qui joue, qui fait qu'on en parle. Oui, vas-y, Zachary. Ben, en fait, c'est drôle parce que c'est des artistes, à ma connaissance, qui sont hétérosexuels, mais la chanson Joie d'être gay par les trois accords, Oui. c'est une chanson que j'adore puis que je performe souvent sur la scène parce que justement, c'est la joie d'être gay. C'est pas... euh, je pense que la chanson a été écrite justement parce qu'on n'entendait pas d'histoire heureuse au sujet des personnes de LGBTQIA+. Donc, c'est vraiment mettre l'accent sur tu sais, le côté fierté, le côté de joie d'être queer. Oui, puis je pense que je vais le rappeler, Zachary, tu fais tu es une artiste drague, hein, c'est vrai. Oui, de temps en temps, dans mon temps libre, là. Moi, je ne te connais pas comme artiste drague, mais pour les gens qui ne savent pas, Zachary, tu portes une belle grosse barbe. Est-ce que tu rases cette grosse barbe quand tu fais du drag? Ah, parce que ça, Non. c'est de la drague qu'on connaît moins au Canada, de la drague avec la barbe. Oui, oui. D'habitude, je mets de la colle puis beaucoup de paillettes, par exemple. Donc, Ouais. Et tu performes donc en français beaucoup? oui, donc, ben, d'habitude, j'essaie de faire une chanson en français, une chanson en anglais, si j'ai le choix de faire deux chansons. Ouais. Parce que dans un contexte minoritaire, j'ai l'impression de comme m'isoler si je fais deux chansons complètement en anglais. Parce que où est-ce que j'habite, la population est majoritairement anglophone. Ouais. Donc, c'est ça ma stratégie. Ouais. Puis de leur apprendre que, il y a une bonne tune en français. Fait que, Dan, est-ce que tu trouves, toi, qu'il y a quand même des bons exemples dans ton coin du monde justement, même dans les médias peut-être de masse ou moins de masse, là, ou comme tu veux, mais qui nous représentent mieux? À part l'heure où l'arc-en-ciel se lève, quand même. J'allais justement dire, à part Je te voyais venir. Effectivement. Ben oui, je crois que si on regarde de loin assez, ou des fois si on regarde derrière les manchettes ou derrière la scène, surtout, on va trouver des gens. Mais si on prend l'exemple de M. Cadieux, Julien Cadieux, le jeune réalisateur, ses films racontent un peu l'histoire ordinaire des gens gays et trans. C'est magnifique. Ouais. Et dans le fond, des fois, je me dis, si les gens savaient, on n'est pas si extraordinaire que ça. Des fois, on est plate un peu. Roseva. Oui, oui, vraiment, c'est ça, c'est que c'est pas tout le temps le gros drame, mais un nom qui m'échappe, Xavier Dolan, on Oui, connaît certainement. oui, Et tu sais, moi, je suis très, très fière que tu sais, il y a eu des gros prix, tu sais, à Cannes, etc. Un de ses films préférés pour moi, c'est Mommy. oui. J'ai vraiment aimé ce film qui est par moins du sous-texte queer, mais être un réalisateur queer, je pense que c'est tout le temps à partir de ses histoires. Alors ça, c'est quelque chose qui me rend très, très fière. C'est ça qu'il est Oui, dans notre... oui, puis il y a cette série télévisée, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, là, qui joue, je pense, sur Netflix maintenant. Moi, je vous le recommande. Hein. C'est extraordinaire, extraordinaire.
Mais mes amis, c'était le fun de parler d'autre chose que de politique, même si parfois la culture, ça devient politique aussi. On en a parlé un petit peu. Alors, on va retrouver Transcontinent Queer dans un mois. Je voudrais remercier donc nos participantes à cette table ronde aujourd'hui. Rose-Eva Forgue-Jenkins, coordonnatrice de programmation au Comité franco-queer de l'Ouest. Tu sais que j'ai vécu à Edmonton longtemps. Je pense que je te l'ai dit, j'étais là pendant 14 ans en passant. Zachary Collins, qui est une personne agente de recherche et de sensibilisation au réseau franco-ontarien pour l'inclusion de LGBTQIA+. Bien, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir pris la relève de Arnaud. Et merci beaucoup à toi, Dan Robichaud, qu'on voit dans plein de films, plein d'affaires. Puis que donc, Dan Robichaud, qui est à Clare en Nouvelle-Écosse, qui est animateur de radio, qui est acteur, puis qui est activiste. Tu fais plein de choses. Et qui a aussi un beau chien. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et voilà, c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. C'est l'épisode 60 aujourd'hui. Remercions notre équipe, Maurice Bolduc à la régie, à la recherche, Godéric Trobe et Marie Massé. Je vous remercie tout le monde d'avoir été là aujourd'hui et donc vous pouvez toujours nous écouter en rediffusion et en balado, que ce soit sur TuneIn, Real Player ou les sites de téléchargement que vous aimez, que vous préférez. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la semaine prochaine!